Bonjour tout le monde et bienvenue à ce talk sur le sujet du Kubernetes et du Green IT. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler que en bien de Kubernetes, je vais aussi en parler en mal. Déjà pour commencer, moi je travaille actuellement chez Clanic sur des sujets liés au DevSecOps. Et pour me présenter rapidement, à travers mes différentes missions, j'ai surtout travaillé sur des projets liés au DevOps ou liés au DevSecOps, et aussi à des sujets liés au CRE. Et pour résumer mes activités, j'ai fait beaucoup de Kubernetes, et actuellement je casse des trucs, donc soit avec du ransomware, soit avec du chaos, et je les répare un peu, mais c'est moins mon problème. En termes de passion, j'aime surtout moi cuisiner, et on va pas se mentir, c'est surtout manger, et aussi les jeux vidéo de manière assez classique. Alors pour présenter un peu le sujet de manière globale, on va commencer un peu par récapituler qu'est-ce que c'est que le Green IT, parce que c'est un terme relativement récent par rapport à d'autres concepts de l'informatique, et aussi par qu'est-ce que c'est que Kubernetes, s'il y en a qui ne connaissent pas dans la salle. Alors pour commencer, est-ce que dans la salle, il y en a qui connaissent le Green IT, à quoi ça correspond? D'accord. Donc, du coup, la base du Green IT, c'est la pratique consistant à utiliser les ressources de manière le plus efficace dans le monde de l'informatique. Pour faire très simple, c'est de faire l'informatique de manière plus écologique. Et ça se base sur 4 concepts. Le premier, c'est l'energy efficiency, c'est-à-dire de faire plus avec la même quantité d'énergie, c'est d'être plus efficace sur l'énergie. On a la même chose côté carbone, donc la carbon efficiency, où l'objectif c'est d'émettre le moins de carbone possible pour faire ce qu'on a besoin dans l'informatique. Le parti carbon awareness, donc ça, le principe, c'est de savoir quand est-ce que l'intensité carbone est faible ou haute. Quand on parle de l'intensité carbone, c'est souvent lié à l'intensité carbone de l'électricité, parce que selon comment est produite l'électricité, l'impact carbone de cette électricité n'est pas la même, mais je reviendrai plus tard sur ce sujet. Et le dernier point, c'est la partie hardware efficiency, parce que oui, la construction de nos machines, des serveurs, consomme à la fois lors de la création et à la fois aussi à leur fin de vie. Donc c'est important de les utiliser de la manière la plus efficace et si possible la manière la plus longue durée possible. Alors déjà aussi, maintenant plus sur Kubernetes, qui connaît Kubernetes dans la salle? Donc la majorité des gens. Vu qu'il n'y avait pas tout le monde, je vais rapidement faire 2 mots dessus. Donc Kubernetes, c'est actuellement une des solutions de orchestration de conteneurs les plus utilisées dans le marché, surtout du DevOps. Et Kubernetes propose énormément de fonctionnalités. Et c'est vrai que souvent, les fonctionnalités les plus mises en avant sont des fonctionnalités liées au déploiement, au scaling et aussi à la facilité d'utilisation. Et alors maintenant, on va commencer à voir si le Green IT et Kubernetes, je pense que quand il y en a que je parle des deux sujets, Kubernetes et Green IT, c'est complètement antinomique et ça ne va pas du tout ensemble. Donc ça va être surtout la première partie, on va voir un peu les problèmes. Mais dans la deuxième partie, on va voir si potentiellement on ne peut pas quand même les faire coexister ou au moins essayer de réduire les problèmes que je vais présenter dans la première partie. Et donc du coup, je vais commencer par les problèmes. Donc là, on a une architecture quand même assez classique dans Kubernetes, avec des nœuds du control plane, ainsi que des nœuds où feront tourner les pods. C'est les nœuds vraiment où tournent nos applications. Et sur cette architecture, elle est jolie, mais il y a des problèmes du point de vue du Green IT. Le problème, c'est que pour chaque nœud qu'on a sur notre cluster, on va avoir des coûts fixes qui sont importants et qu'on est obligé d'avoir. Donc, il y a de la même manière l'OS, qui est la même chose que pour des VM classiques. Cependant, en plus que ça, on a tous les composants liés à Kubernetes, que ce soit le kubelet, le kubroxy, et on a aussi tous les agents et les démons, donc tout ce qui vient des daemon sets, pour le monitoring, pour le login, qui va avoir des coûts. Donc avant même qu'on fait tourner la même première application sur un nœud Kubernetes, on a déjà des coûts non négligeables et qui sont plus importants que sur une VM classique. Ensuite,
quand on veut essayer de juste faire tourner un pod, dans Kubernetes, un pod, c'est pas juste un pod. Il fait plein de choses avant et pendant la durée de vie de ce pod qui va consommer plus de ressources. Donc par exemple, quand on démarre un pod, la requête va être récupérée par le Kubernetes Server, il va passer par plein de contrôleurs pour vérifier si il répond bien à certains besoins, si aussi potentiellement parfois même modifier la configuration du pod. Et après, il va faire toutes les actions pour le faire tourner sur un node, attacher les config maps, gérer la partie réseau. Et toute cette action-là consomme plus que juste pour faire tourner l'application elle-même. Le troisième point, c'est que sur chacun des nœuds, on n'utilise jamais 100% des ressources d'un nœud. Donc ça, ce problème-là vient de principalement deux points. Le premier point, c'est que ça vient qu'il y a des thresholds au niveau des nodes qui fait qu'on ne veut pas remplir un nœud de manière à 100%, et que si on dépasse ce threshold, c'est Kubernetes lui-même qui va enlever des pods pour les mettre sur d'autres nœuds. Et l'autre problème, c'est que c'est quasiment impossible d'avoir des pods qui remplissent exactement un nœud. C'est-à-dire que si on a un nœud où il ne reste que 10% de place, mais qu'on a un pod qui prend 20% de la capacité, on sera obligé de le mettre sur un nœud, et les 10%, on ne les laissera jamais. Le quatrième point, c'est dans Kubernetes, il y a énormément de réplication dans tous les sens. Que ce soit sur la partie réseau, sur la partie des données, et que par exemple, on prend rien que pour un simple config map, cette config map va être dupliquée sur tous les EDCD de chacun des masters et des nœuds du control plane. Donc c'est vrai que si on n'en a que 3, ça ne fait pas forcément beaucoup, mais parfois on peut avoir beaucoup plus de nœuds dans le control plane qui fait énormément de réplication. Et en plus, par exemple, cette même config map va être aussi disponible et montée sur chacun des pods qui va utiliser cette config map. Donc même si cette config map n'est pas très lourde en elle-même, elle va être répliquée parfois des dizaines de fois. Et à la longue, tout cet espace consomme. Et le dernier point, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà ouvert des audit logs de Kubernetes. Ils doivent bien comprendre pourquoi il y a beaucoup d'appels réseau. Si on ouvre les audit logs de Kubernetes, il y a des appels de réseau dans tous les sens. Et tous ces appels réseau, pareil, même si individuellement ne consomment pas beaucoup, à l'échelle, ça consomme énormément. En plus, il faut voir que sur les appels réseau, tout le réseau a besoin de routeurs, de câbles. Et ces câbles-là, c'est aussi du hardware qui consomme. Bon, c'est bien de dire qu'il y a plein de problèmes de Kubernetes côté Green IT, sauf que ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter d'utiliser Kubernetes. Parce que si on part dans ce sens-là, on va juste arrêter de faire de l'informatique, on va élever des poules et on va moins consommer. Mais par contre, c'est parce que surtout qu'en plus, la plupart des problèmes que j'ai montrés là du point de vue des Green IT, c'est parfois des bonnes fonctionnalités pour d'autres besoins, pour la sécurité, pour la stabilité. Donc, ok, on est obligé de continuer avec Kubernetes, autant essayer de faire mieux. Mais avant de faire mieux, l'important, et c'est un point qui va beaucoup revenir dans les solutions, c'est l'important de mesurer. L'importance de mesurer parce que, à la fois en utilisant des métriques, potentiellement des logs, parce que si on ne mesure pas, déjà potentiellement, on ne sait pas ce qu'on fait, c'est efficace. Par exemple, je vais prendre un exemple qui revient beaucoup dans le Green IT, c'est la gestion de l'espace disque des mails. Sauf que parfois, c'est rarement ce qui est le plus efficace et ce qui consomme le plus, juste le stockage des mails, parce qu'il y en a beaucoup plus des mails. Et l'autre point, de pourquoi c'est très important de mesurer, c'est que potentiellement, on va essayer de mettre en place des solutions, par exemple dans les solutions que je vais présenter plus tard, mais si ces solutions consomment plus que ce qu'on économise, ce n'est pas efficace et ça ne sert à rien. L'objectif, c'est d'avoir un réel gain. Ce n'est pas juste de faire du greenwashing en disant « Regardez notre Kubernetes et Green IT ». L'objectif, c'est quand même d'avoir des résultats. Au niveau monitoring, on peut déjà utiliser les stacks classiques comme du Prometheus pour avoir déjà des informations plus classiques sur la consommation, que ce soit en CPU,
en mémoire, en disque. Mais maintenant, il existe des logiciels, comme donc là par exemple Kepler et Scaphandre, qui vont plus loin et qui vont de manière plus précise essayer de mesurer des choses liées au Green IT. Donc par exemple, Kepler et Scaphandre sont des outils qui essaient de mesurer directement la consommation électrique. Pour Scaphandre, c'est plus au niveau des machines physiques et des VM. Et Kepler essaie d'aller un peu plus loin pour essayer de lier un pod à sa consommation électrique. Donc par exemple, ça serait de savoir combien un nœud consomme en électricité, combien un pod consomme en électricité. Et alors, donc là, la première partie, ça ne va pas être vraiment des solutions, mais plus des pansements par rapport aux problèmes que j'ai présentés dans la première partie. Alors, la première solution là, pour réduire les problèmes va être très efficace et très rapide. On arrête d'utiliser Kubernetes. Alors, le point peut faire rigoler, mais c'est parfois une bonne solution de juste pas utiliser Kubernetes. Je vais prendre un exemple très extrême, mais que j'ai déjà vu. Quelqu'un qui avait monté un cluster Kubernetes avec 3 nœuds dans le control plane, 2 nœuds pour faire tourner les applications, les pods, pour faire tourner un serveur web statique. Bon, c'est rigolo, mais derrière, en fait, il utilisait quasiment aucune des fonctionnalités de Kubernetes et il avait plein d'autres solutions qui auraient consommé beaucoup moins de Kubernetes et ça aurait eu un impact beaucoup plus faible. C'est pour ça que même si maintenant, et on l'a bien vu sur les 3 jours, on n'arrête pas de parler de Kubernetes, Kubernetes, ce n'est pas une bullet saver qu'on peut utiliser partout dans tous les sens. Le deuxième point, c'est la taille des nœuds, de bien savoir gérer sa taille des nœuds. Parce que, au niveau de la taille des nœuds, si on utilise des nœuds trop petits ou trop grands, on a des problèmes dans les deux sens. Si on utilise un nœud trop petit, on va avoir déjà beaucoup plus de consommation au niveau du kubelet. On va avoir aussi potentiellement beaucoup plus de nœuds. Et les coûts fixes que j'ai parlé dans la première partie vont se répercuter de manière très conséquente. Parce qu'on va avoir chaque nœud qui va avoir 20% de son CPU, sa mémoire, qui vont être liés au coût fixe et qu'on ne va pas utiliser pour faire des tournées des applications. Par contre, quand c'est des gros nœuds, en plus des problèmes de stabilité et de gestion, on va avoir le problème que lorsqu'on va devoir scale up le nombre de nœuds, par exemple, on a notre premier nœud qui est plein et qu'on doit rajouter un nouveau nœud, ce nouveau nœud va être très grand, avoir par exemple 2 CPU, 20 Go de mémoire, sauf qu'on va avoir 19 mémoires de ce nouveau nœud qui ne va pas être utilisé. Donc c'est pour ça que le mieux, ça serait d'utiliser différentes tailles de nœuds et surtout de choisir la bonne taille de nœud pour répondre à nos besoins. Pour ça, il y a un outil qui est intéressant, qui est Learn K8s, où il a un calculateur qui, en fonction de la taille des nœuds et des pods, va permettre d'essayer de choisir quelle taille de nœud correspond bien à nos besoins. C'est d'abord surtout un outil pour des questions de coût, mais qui peut être utilisé dans ce contexte aussi. Et le troisième point, c'est qu'il y a des alternatives à Kubernetes. C'est-à-dire que Kubernetes a énormément de fonctionnalités. Je suis désolé pour Red Hat, mais je ne parle pas que d'OpenShift. Dans Kubernetes, il y a plein de fonctionnalités, il fait plein de choses, mais si on n'utilise pas ces fonctionnalités, potentiellement, il faut se poser la question d'utiliser autre chose. Par exemple, là, je prends le cas de K3s, qui est normalement au départ plus pour l'IoT, mais qui utilise d'autres solutions, que ce soit pour le serveur etcd ou pour différents autres composants, qui consomment moins. Mais aussi, ils ont enlevé plein de fonctionnalités de Kubernetes. Si on ne les utilisait pas, ces fonctionnalités, d'où le besoin de se poser la question. Alors maintenant, on va vraiment parler du côté des solutions, comment faire mieux. Donc quand je parle mieux, c'est vraiment au niveau de la consommation et des 4 points que j'ai parlé au niveau du Green IT, l'energy efficiency, l'hardware efficiency. Et le premier point, ça va être utilisé en utilisant une des grosses fonctionnalités de Kubernetes, c'est le scaling. Alors, pour l'instant, le scaling, il y en a déjà de base dans Kubernetes.
avec le CPU et la mémoire. Donc ça peut marcher, mais ces métriques sont parfois très limitées et peuvent poser des problèmes. Par exemple, pour scaler à 0, c'est souvent compliqué avec les fonctionnalités de Kubernetes de base. Mais il existe des nouveaux outils. Donc là, par exemple, celui que je vais parler, c'est principalement KEDA, donc pour Kubernetes Event Driven Autoscaler. C'est un outil qui va permettre de faire de l'autoscaling, mais sur plein d'autres métriques. Ça peut être, par exemple, en fonction de la taille d'une queue Kafka. Ça peut être en fonction des métriques Prometheus. Et par exemple, dans notre cas, qui peut être intéressant, ça peut être aussi selon jour-nuit. Par exemple, selon si certaines heures de la journée, on voit que nos applications sont moins utilisées, on peut réduire le nombre de pods de notre application. En plus, KEDA permet aussi de faire des choses un peu plus avancées, comme pouvoir facilement scale à 0. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la queue Kafka, si on n'a aucun message dans la queue Kafka, juste on éteint tous les pods de notre application. Et un autre projet aussi qui est en lien avec KEDA, c'est PredictCube, qui permet en fait, via l'intelligence artificielle et le machine learning, d'essayer de déterminer quand est-ce que seront les pics de trafic de notre application. Par contre, là, je reviens au besoin de mesurer, c'est que le machine learning et l'intelligence artificielle, ça consomme beaucoup pour apprendre, et donc il faut faire attention de ne pas consommer plus en utilisant ce machine learning. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui utilisent KEDA? D'accord. Donc je vous conseille de regarder, c'est un outil très intéressant. Et donc là, on peut le faire avec KEDA, mais on peut le faire avec du serverless. Le serverless ne peut pas être utilisé dans tous les cas, mais selon le besoin, ça peut être utile pour essayer de réduire la consommation. Alors enfin, donc là j'ai principalement parlé du scaling des pods, mais c'est bien, mais on peut faire mieux. Le scaling des nœuds est beaucoup plus intéressant que les pods. La raison de ça, c'est ce petit graphique. Ce graphique est assez simple. Il permet juste de dire que quand une machine ne tourne quasiment pas, elle est juste allumée, elle consomme la majorité de son besoin en électricité. Donc c'est-à-dire que même si on a une grosse machine, une petite machine, elle consomme beaucoup, même s'il n'y a rien dessus. C'est pour ça que c'est important de scaler les nœuds. Pour ça, on a déjà une première solution assez simple, c'est de tout éteindre. Gros bouton rouge. Et par exemple, c'est quelque chose qui a été fait chez Klanick au niveau de la Digital Factory, où les clusters sont éteints la nuit et le week-end, ce qui fait en moyenne une réduction de 50%. Donc pendant 50% du temps, les clusters sont éteints, donc c'est un gain qui est conséquent. Pareil, par contre, ça c'est plus mon côté SRE, il faut faire attention de bien vérifier qu'on peut remonter les clusters. Sinon, les développeurs ne vont pas être contents. Voilà. Il y a aussi des fonctionnalités maintenant avec le cluster autoscaler, qui est un projet aussi lié à Kubernetes, qui permet, comme pour l'autoscaling des pods, permet de faire de l'autoscaling des nœuds. Donc, cluster autoscaler, c'est plutôt un projet pour Kubernetes. Il y a aussi les machine sets sur OpenShift pour pouvoir faire la même chose. Et si vraiment aussi on est motivé, il est possible de le faire complètement à la main avec du Terraform et des fonctions as a service. Donc c'est quelque chose qui peut être en place. Et donc chaque nœud qu'on arrive à enlever selon le besoin, c'est un gain conséquent. Par contre, c'est bien de se dire qu'on veut réduire le nombre de nœuds, sauf que c'est pas toujours aussi simple que ça. Et donc pareil, ça va être un autre cauchemar potentiellement de SRE dans la salle, la gestion des limites dans Kubernetes. Donc par exemple, moi j'ai déjà eu le problème des limites qui n'étaient pas bien configurées dans notre cluster. Donc, parce que le problème avec le cluster autoscaler, c'est qu'il va enlever des nœuds que quand ils ne sont pas utilisés. Et même si ce n'est pas lié qu'à la consommation réelle, c'est aussi à combien les pods ont réservé de capacité sur ces nœuds. Donc, pour prendre mon exemple où les limits et les requests n'étaient pas bien configurés, chacun des développeurs mettait sur leur application Java un CPU et 8 Go de mémoire. Donc,
Au final, on avait un cluster où en moyenne, les nœuds étaient à 10-15% d'utilisation réelle par rapport à la demande. Donc, même pendant les pics de trafic. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien configurer ces limites. Et pour ça, en plus, sur Kubernetes, il y a plein de choses qu'on peut faire. Même avant Kubernetes, je vais commencer par la question de mesurer, en faisant potentiellement des tests de perf, des tests de charge, des tests de limites, qui vont nous permettre de mieux mesurer quelle sera la consommation réelle et la consommation limite de nos applications, et ces métriques peuvent être utilisées pour mieux configurer les requêtes et les limites. Et donc maintenant, sur les fonctionnalités un peu plus avancées que Kubernetes, que propose Kubernetes, il y a par exemple les limit range et les ressources quota qui permettent de mettre un peu des garde-fous pour que les développeurs aient un contexte dans lequel ils peuvent travailler. Par exemple, les limit range peuvent permettre soit d'avoir des requests et des limites par défaut, ou pouvoir définir un minimum ou un maximum sur les requests et les limites. Un autre projet qui n'est pas une fonctionnalité intégrée à Kubernetes, mais qui est un projet externe, c'est le VBA, pour Vertical Autoscaling, et qui permet en fait d'avoir les limites et les requests qui sont modifiés dynamiquement. Donc, potentiellement, quand le trafic est bas, on va descendre dynamiquement les requests et les limites pour que les nœuds soient libérés plus facilement. Et la dernière fonctionnalité que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est les scheduling gates. Donc c'est une fonctionnalité assez récente, parce que je crois qu'elle est passée en bêta en 1.26 ou en 1.27 sur Kubernetes. Et en fait, c'est une fonctionnalité qui permet de ne pas scheduler les pods quand on n'en a pas besoin. C'est-à-dire, l'use case, c'est par exemple, on a un pod qui ne va pas démarrer tout de suite pour quelconque raison, parce qu'il a besoin d'une autre ressource, d'une config map, d'un secret. Actuellement, Kubernetes va déjà le scheduler, et ce pod il va requêter de la demande, et il va de la réserver de la demande pour rien, puisqu'il ne peut pas tourner pour le moment. Et donc, ce scheduling gate va bloquer le déploiement jusqu'à ce qu'on peut. Il peut vraiment fonctionner correctement. Donc là, j'ai parlé de la première, souvent, grande famille de fonctionnalités de Kubernetes, qui sont le sizing. Et là, je vais passer à une autre catégorie, qui est le Carbon Aware Scheduling. Ça fait un joli buzzword, mais c'est un sujet assez intéressant. Alors déjà, je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est un sujet intéressant. C'est principalement lié donc, du coup, au Carbon Aware et à l'intensité carbone qui change en fonction du temps et du lieu de là où on se trouve. Sur la raison de pourquoi ça évolue en fonction du temps, donc c'est un terme qui s'appelle le curtailment en anglais. Je ne connais pas la traduction française, désolé. Qui est le principe que, en fait, plus ou moins, pour simplifier, on jette de l'électricité. C'est-à-dire que vu qu'on ne sait, pour l'instant, on a énormément de mal à stocker de l'électricité, s'il n'y a personne pour la consommer, on la jette. Et un effet à ça, en plus, c'est que c'est principalement d'abord l'énergie verte qu'on jette, parce que par exemple, si en pleine nuit, il y a une tempête de vent, il n'y a personne pour récupérer cette énergie, et donc on la jette. C'est aussi important en fonction du lieu, parce que tous les data centers ne se valent pas. Et c'est pour ça que maintenant, il y a les concepts de PUE et WUE qui permettent de mesurer la qualité du data center en termes d'utilisation de l'eau et de l'électricité. Cette information, Power Usage et Effectiveness par exemple, ça permet de mesurer pour faire tourner notre application, combien d'électricité va aller à notre application et combien d'électricité va servir pour faire fonctionner le data center, les systèmes de sécurité, le refroidissement. Ce genre de données, maintenant, c'est quelque chose qui est de plus en plus disponible et que tous les gérants cloud, maintenant, mettent en avant, d'ailleurs, parce que ça leur fait une bonne pub quand ils essaient de les mettre en avant et qu'ils sont proches d'un bon score en PUE ou en WUE.
Et le dernier point qui dépend à la fois du lieu et du temps, c'est que l'intensité carbone change selon comment elle est produite. C'est-à-dire que en fonction du temps, selon s'il y a du vent, s'il y a du soleil, les énergies vertes et les énergies renouvelables vont potentiellement produire plus d'énergie. Donc on aura moins de besoin d'énergie qui viennent du gaz et du carbone. Donc ça, c'est en fonction du temps, mais ça dépend aussi du lieu. Parce que par exemple, si on prend en France, on a beaucoup d'électricité qui vient du nucléaire, qui vient de l'hydraulique ou de l'éolien. Et que si on prend un autre exemple que par exemple les États-Unis ou l'Allemagne, où leur consommation vient beaucoup plus du carbone, du charbon ou du gaz, l'intensité carbone de cette électricité est beaucoup plus importante. Alors, maintenant, c'est bien joli ce concept, c'est maintenant comment on va le mettre en place. On peut faire ça de manière statique, par exemple pour le temps, juste essayer de faire tourner nos bâches et les workloads pendant qu'il n'y a personne qui est là pour consommer l'électricité. C'est le principe des heures creuses en France, c'est pour ça que ça existe, c'est pour favoriser la consommation d'électricité à certaines périodes de la journée. On peut aussi le faire rien qu'avec des tags ou avec des node selectors dans Kubernetes qui permet de choisir sur quel data center on veut aller. Donc ces solutions peuvent fonctionner, mais elles sont statiques et on est quand même dans Kubernetes, on peut faire mieux. Donc là, je vais prendre l'exemple et parler d'un concept qui est le Carbon Aware Scheduler. Donc c'est faire la même chose que ce qui a été fait de manière statique dans la diapo précédente, mais de manière dynamique. La première chose qu'on a besoin pour faire quelque chose de dynamique, c'est de la donnée. Et maintenant, il existe des suites web. Donc là, par exemple, je prends en exemple WattTime et ElectricityMap, qui permettent de donner l'intensité de carbone où on veut dans le monde, où ils ont de la donnée, et en fonction du temps. Donc si par exemple, on peut leur demander à cette heure-ci en France, quelle est l'intensité carbone de l'électricité. Si j'ai le temps, à la fin, je pourrais même vous montrer, c'est une jolie carte du monde avec plein d'informations partout. Ensuite, une fois qu'on a cette donnée, il faut savoir l'utiliser. Pour l'instant, un des principaux projets qu'il y a dessus, c'est le Carbon SDK. Donc c'est un outil déployé et développé par la Green Software Foundation, qui en fait permet de s'interfacer avec ces sites web comme WattTime et ElectricityMap, et qui va permettre de facilement, via des calls API, savoir est-ce que ces endroits, quelle est l'intensité carbone, est-ce que c'est bien, est-ce que parmi une liste, quelle est, par exemple une liste de nodes, quel est le nœud qui a la moindre intensité carbone. Et après, on peut utiliser justement ces informations pour savoir placer nos pods, nos workloads, nos bâches. Donc là, ça peut être fait par exemple via un plugin d'un scheduler pour s'interfacer avec le Carbon SDK. Mais il y a aussi maintenant des vraies implémentations qui permettent de faire ça. Par exemple, pour la partie serverless, il y a Green Courier qui permet de faire ça, qui utilise WattTime, ElectricityMap et Carbon SDK pour faire du serverless, mais avec des informations carbone. Et c'est aussi un des projets que maintenant que Azure commence à travailler dessus. Donc il y a deux nouveaux projets Azure qui s'appellent Carbon Aware KEDA Operator, qui permet de faire la même chose que le serverless, mais avec KEDA, qui va récupérer des informations d'intensité carbone pour savoir quand est-ce qu'il faut autoscaler avec KEDA. Et de la même chose, ils ont aussi fait un autre projet qui s'appelle Kubernetes Carbon Intensity Exporter. Les noms des projets sont longs, qui permet d'exposer ces informations à d'autres opérateurs, donc n'importe quel opérateur dans Kubernetes, pour faire ce même type de décision que dans KEDA, pour faire tourner des workloads plus importants. Et ça peut être par exemple intéressant d'interfacer cet outil avec des opérateurs liés au machine learning pour faire tourner le machine learning quand l'intensité carbone est faible.
dernière catégorie de solutions que je vais présenter, c'est faire du ménage. Ce n'est pas toujours la partie la plus fun, mais c'est une partie importante. Et parce que du ménage en Kubernetes, on peut faire en beaucoup. Je vais prendre un exemple dans la mission à laquelle je suis. C'est quelque chose qui n'est pas toujours bien fait. Et ça nous est arrivé à trouver des namespaces complets avec 5-6 deployments qui ont chacun 3 pods environ chacun, mais qui n'étaient plus du tout utilisés. Donc le premier point qui est important, c'est de nettoyer les pods. Nettoyer les pods, en plus, le gain est triple. Ça fait économiser de la CPU et de la mémoire. Potentiellement, ça peut aider pour faire réduire le nombre de nœuds avec cluster autoscaler. Ça permet de gagner de l'espace disque sur les nœuds. Et en plus, ça peut potentiellement aussi, on peut récupérer de l'espace via les images Docker. Parce que si une image Docker n'est plus utilisée par un pod, potentiellement, après, elle pourra être nettoyée. Pour ça, pour savoir quand est-ce qu'un pod n'est pas utilisé, on revient au besoin de savoir mesurer et savoir, par exemple, avec du tracing ou avec du monitoring, savoir quand ces pods sont plus du tout utilisés, qu'il n'y a plus personne qui les utilise, qu'il n'y a plus d'appel réseau, rien du tout. L'autre catégorie où il faut faire du ménage, c'est les PV et les PVC. La raison pourquoi les PVC et les PV sont importants à nettoyer, c'est que souvent, c'est quelque chose en termes d'espace disque qui sont plus importants. Pour donner un chiffre, aux États-Unis, dans les data centers aux États-Unis, 2 Tera à stocker pendant 1 an, c'est équivalent à la consommation d'une voiture pendant 6 mois, en moyenne. Donc, ça peut monter très vite. Surtout que, pareil pour les PV et les PVC, Kubernetes propose des fonctionnalités parfois pour aider, que ça soit la reclaim policy delete, c'est-à-dire que quand les PVC, par exemple, sont plus utilisés, il les supprime. Et il y a aussi une fonctionnalité qui s'appelle Wait for First Customer. Et comme pour le scheduling gates que j'ai expliqué précédemment, ça ne va pas monter le PVC tant qu'aucun pod ne l'utilise. Donc c'est aussi une fonctionnalité intéressante. Et le dernier point, c'est tout le reste. Donc dans Kubernetes, il y a plein de ressources, même des toutes petites ressources, comme les secrets, les config maps, les services. Ces ressources sont toutes petites quand on regarde individuellement. Mais pareil, on revient avec un des problèmes de Kubernetes, c'est qu'avec la réplication, à force, ça peut faire beaucoup de données. Et en plus, ça rentre aussi dans le problème des appels réseau. Parce que parfois, ces ressources sont appelées, que ce soit par des opérateurs, que ce soit par Kubernetes lui-même, et pour essayer de voir s'ils existent encore, s'il y a encore des endpoints. Et tous ces appels réseau sur des ressources, ça va servir à rien si ces ressources sont plus utilisées. Sur ça, en plus, on peut avoir pas mal d'informations. Par exemple, on peut savoir si une config map n'est référencée par aucun deployment ou par aucun pod. On peut savoir si un service n'a plus d'endpoint. Et il y a différentes manières de récupérer ces informations pour les nettoyer. Il y a des projets mais qui sont assez petits pour le moment, mais qui peuvent être utilisés comme K8s Purger ou kubejanitor. Attention, kubejanitor n'est plus sur GitHub si vous le cherchez. Mais c'est aussi possible de le faire à la main. Donc, de manière un peu plus basique, on peut le faire avec des alertes Prometheus en vérifiant certaines connexions. Par exemple, savoir qu'un service n'a plus de endpoint, c'est possible via Kubernetes, via Prometheus. Et c'est aussi possible avec, et c'est comme ça que je l'ai implémenté dans une de mes missions, avec Gatekeeper, qui permet de vérifier selon la configuration, avoir des warnings que certaines ressources ne respectaient pas les règles de Gatekeeper. Et donc, c'est-à-dire ces règles-là, c'était les règles pour vérifier que les ressources n'étaient pas utilisées. Donc là, j'ai fait le tour un peu des différentes solutions que je voulais présenter. Mais je reviens pour faire un peu une conclusion. On a bien vu au début que
bah, il y avait plein de défauts dans Kubernetes, mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter de l'utiliser. Donc c'est pour ça que la majorité de ma présentation, ça a été de comment faire mieux, comment s'améliorer, ou comment trouver des nouvelles solutions. Mais je reviens sur le point, un des points importants de ce talk, c'est l'importance de mesurer. Parce que pour moi, le Green IT, il est là pour avoir des résultats et pas juste faire du greenwashing. Et c'est parfois des choses que j'ai un peu peur quand je vois le monde de l'IT, que c'est d'abord, on n'est pas là vraiment pour faire des résultats, mais pour faire joli, pour faire de la com. Mais et comme on avait vu avec la chaleur aujourd'hui, ça commence à être un sujet important. Et c'était tout pour ma conclusion. Merci encore de m'avoir écouté aujourd'hui. Avant juste de passer aux questions-réponses, il y a un stand Clanic en bas si vous êtes intéressé. Il y a aussi des t-shirts à gagner où le tirage au sort sera juste après. Donc on a des jolis t-shirts si ça vous intéresse. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais faire passer le micro, ça sera plus simple. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Première question, est-ce que vous avez... Enfin, j'ai été étonné de ne pas voir, par exemple, l'émergence des nouvelles architectures CPU, typiquement ARM, RISC-V, et pourquoi pas proposer un peu comme ce que fait Intel dans les derniers CPU, des architectures Big Little, avec des clusters Kubernetes hétérogènes. Est-ce que ce sont des choses que vous avez pu investiguer, par exemple, ça coûte combien de faire tourner un WordPress sur des serveurs modernes, x86 versus, par exemple, des serveurs ARM, pareil. Alors, moi de mon côté, c'est pour ça que ma présentation était plus côté Kubernetes. C'est pas quelque chose que j'ai eu la possibilité d'explorer, surtout avec la migration sur le cloud, mais c'est des sujets aussi importants. Et c'est aussi, j'avais la discussion hier avec quelqu'un d'OVH, où de plus en plus, par exemple, aussi mettent à disposition des machines physiques directement plutôt que des VM pour faire de l'utilisation parfois pour des workloads très importants en CPU ou en mémoire, et donc parfois aussi avec des CPU spécifiques. Le cas qui m'expliquait, c'était principalement dans le contexte de machine learning. Ok, bon, on peut aussi voir ça. Alors, ça a été vrai pour la partie explosion des crypto-monnaies, typiquement, où en fait, faire tourner des crypto-monnaies sur x86, c'est pas possible. Donc, on a fait des ASIC, et en fait, c'est la même chose pour ces architectures-là. Voilà, ok. Merci. Merci pour la présentation, ça m'a beaucoup plu. Je me posais la question par rapport à toutes les problématiques qu'il y a autour du GitOps de manière générale. J'y connais vraiment pas grand-chose, donc c'est pour ça que je pose la question. J'ai cru comprendre qu'on pouvait dynamiquement monitorer on pouvait monitorer du coup les différents points et adapter la configuration en fonction. Du coup, cette configuration, quand on est dans un milieu GitOps, comment on prend ces changements en compte? Est-ce que c'est pensé dans le paradigme? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le GitOps, oui, on part du Git pour savoir ce qu'on fait, mais il y a parfois des configurations où on ne donne pas tout, vraiment tout, parce que pour l'instant, il y a ces limites-là. Donc, par exemple, avec Argo CD, souvent des problématiques, c'est le nombre de pods qui fluctue énormément. Cependant, il y a des choses pour le faire, où en fait Argo CD, au départ, c'était surtout pour gérer les modifications manuelles. Quand il y a une modification manuelle sur Kubernetes, va détecter ce changement et va proposer une merge request avec ce changement sur le Git. Cependant, ce qu'il faut faire attention, c'est que là, je pense c'est un peu compliqué à gérer, c'est que sur des informations comme le nombre de pods lors d'un réplica, qui évolue de manière potentiellement très rapide, c'est quelque chose que je pense où cette fonctionnalité que Argo CD a aura du mal à suivre. Et c'est vrai que moi, par exemple, dans une
une de mes missions où on avait Arc CD, où on déployait, on avait toute cette configuration-là. On avait un nombre de réplicas de base, mais derrière, le nombre de réplicas exact n'était plus sur Git. Et c'est vrai qu'on n'était plus 100% en Git comme source de vérité. Merci. Est-ce que d'autres questions? Non, bah, merci encore aujourd'hui. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas pour Open Feedback. Ah, j'ai une autre question. Désolé. Sur la deuxième partie, sur la partie comment dire, changer la workload en fonction de l'alimentation des grilles d'électricité mondiale, c'est très pertinent dans le monde cloud. Comment je fais quand je suis DSI, j'ai 3 salles en France, elles ont 20 ans. Comment je fais pour implémenter certaines parties sans cet aspect-là? Sur cet aspect du Carbon Aware Scheduler, c'est vrai qu'il y a la question de l'espace où c'est quelque chose d'assez important. Toujours en faisant attention que si on les met à des endroits trop loin, les appels réseau pourront rattraper. Sauf qu'il y a aussi l'intensité carbone fluctue en fonction du temps. Donc potentiellement, c'est une information qui peut être récupérée sur WiTime ou Electricity Map. Mais pour aller un peu plus loin, je ne sais pas si c'était ta question. Actuellement, je sais que sur Electricity Map, il ne mesure qu'à l'échelle de la France et il ne va pas de manière plus précise à différents endroits en France. Et donc là, je pense que ça arrive un peu à mes connaissances limites en électricité, mais ça devient un peu plus complexe. Je trouve qu'il est difficile, par exemple, de savoir s'il est pertinent de déplacer une workload et de dire, en fait, les coûts réseau pour rappeler ce service-là qui est à 300 km, je vais traverser plein d'équipements réseau qui vont avoir un coût en électricité. Et ce coût-là, il est très difficile en fait à déterminer. Oui, parce que surtout, il y a, comme je l'ai dit sur un des 4 points, c'est la question de l'hardware qui est pour l'instant, et dans le monde de Green IT que j'ai cherché, j'ai pas trouvé énormément de solutions justement pour estimer, rien que même mesurer, sans parler de l'hardware, rien que mesurer les appels réseau complets, parce que ça dépend de beaucoup où ils passent. Et surtout qu'en plus, pour 2 appels réseau qui vont la même VM à une autre VM, s'il faut, ils ne vont pas passer par du tout les mêmes infrastructures réseau. Et donc, non, pour l'instant, je ne connais pas trouvé de solution. Ouais, j'attendais pas forcément de solution, mais on voit votre vision de la chose. Merci beaucoup. Et voilà, juste pour faire sur ça, oui, faire attention. Pareil, sur toutes les solutions, l'importance de mesurer. Si c'est pour faire moins bien, ça c'est... Et justement, pour tout ce qui va être cloud provider, je ne sais pas aujourd'hui, est-ce qu'on a assez d'informations en ce qui concerne le coût, au-delà de l'efficiency, le coût concret, en électricité, en carbone, est-ce que c'est des choses qu'on a pour l'instant ou pas? Alors, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus, surtout qu'au niveau des clouds, ils nous mettent de plus en plus ces informations. Surtout que, par exemple, que ce soit OVH, Azure et AWS, pour l'instant, présentent surtout des informations par rapport à leur consommation qu'on appelle le secteur 1 ou 2, c'est-à-dire leur consommation directe et indirecte d'électricité, c'est-à-dire les coûts, par exemple, pour faire tourner les serveurs, mais aussi les coûts pour faire, par exemple, tourner les data centers, l'électricité de déploiement, etc. Et quelque chose qui, pour l'instant, manque et qui est très complexe à calculer, mais qui sont en train d'essayer de travailler dessus, c'est le secteur 3. Et donc, c'est tout ce qui est encore plus indirect, qui vient des autres parties que le cloud. Et pour prendre un exemple, c'est par exemple, ça serait calculer combien d'électricité, quel était l'impact carbone de la construction d'une machine en plus. C'est quelque chose où les clouds essayent de mettre de plus en plus en avant ces types d'informations, mais où ils sont encore en train de progresser, surtout sur le secteur 3 d'électricité. Et pareil pour le type, on va dire, d'origine de l'énergie, comme l'exemple que vous avez montré tout à l'heure, avec que ce soit du vent ou du charbon ou autre. Oui. J'imagine que... Du coup, je vais juste comme ça rapidement montrer Electricity Map.
Du coup, voilà, ça, par exemple, ça permet à un instant T. Donc là, on a même directement l'électricité produite par chacune des sources, est liée aux émissions de chacune des sources. Donc il y a beaucoup d'informations qui peuvent être retrouvées et qui peut après être utilisées. Je ne sais pas si c'était ça ta question, je suis Oui, pas oui, sûr. merci. Et je crois que c'est l'heure de changer. Merci encore et